Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. La formation politique Bloc républicain s'agrandit au fur et à mesure de l'approche des élections communales et municipales. Ce parti accueille le MADEP et son leader Séfou Fagbon. Le meeting d'adhésion a eu lieu ce samedi à la Maison des Jeunes d'Adjaouéré. Et puis, connaissez-vous la chasse à la battue, cette activité traditionnelle qui draine des centaines de jeunes en brousse à la recherche des animaux sauvages? Cette activité est donc pratiquée de façon saisonnière dans la ville de Parakou. Vous en saurez davantage à travers un élément magazine de ce journal. Ismaël Anselme Sanoussi est désormais docteur en droit de l'université d'Abomey-Calavi, option droit privé. Ceci après sa soutenance de thèse de doctorat à la chaire UNESCO de l'UAC. Son sujet portait sur le vote de l'associé en droit OADA. Merci de nous suivre en direct également sur le www.canal3télévision.com. Le MADEP et son leader, Séfou Fagbon, sont donc désormais membres du parti Bloc républicain. L'annonce officielle a été faite aux militants et sympathisants ce samedi à la Maison des Jeunes d'Adjaouéré. C'était en présence d'une forte délégation des responsables du Bloc républicain. Les détails à travers ce reportage signé Emma Rodonou. Après sa rencontre avec le président de la République, Séfou Fagbon, leader du MADEP, parti fortement implanté dans le département du Plateau, retourne à la base pour informer ses militants et sympathisants de sa nouvelle ligne politique. Dans une maison des jeunes d'Adjaouéré, Noix-de-Monde, Séfou Fagbon explique qu'après 4 ans d'observation du régime de la rupture, il a été séduit par les actions du président Patrice Talon et a donc décidé de l'accompagner sous la bannière du parti Bloc républicain, le parti du cheval blanc-cabri. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, d'accord pour faire ça? Le plateau est d'accord pour faire ça? Pas comment adhérer avec sa population. Je suis observé pendant 4 ans. Je ne peux plus rester à l'image. Cette annonce de travailler officiellement aux côtés du régime de la rupture a été accueillie à cœur joie par les militants du MADEP. Notre formation politique a contribué à la brillante élection du président Patrice Talon en 2016. Nous n'avons jamais, à une quelconque occasion officielle, affirmé notre appartenance à l'opposition. Jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas totalement d'avis avec ceux qui affirment que nous avons rejoint la mouvance présidentielle. Je pense au contraire que nous avons réaffirmé notre appartenance à la mouvance présidentielle et de la plus belle des manières. Avec ce ralliement du MADEP, les responsables du parti Bloc républicain qui ont massivement effectué le déplacement d'Adjaouéré sont convaincus d'avoir trouvé l'oiseau rare qui permettra désormais au parti du cheval blanc-cabré de régner sans partage dans le département du Plateau. Ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas étant debout. Le choix du président Fagbon est la traduction même de ce proverbe Dogon du Mali. Le président Fagbon et son fidèle compagnon Kousonda Adjibade et autres personnalités des 21e et 22e circonscriptions électorales ont choisi la voie de la sagesse et de l'humilité. Et pour ce faire, ils ont choisi de monter sur le beau cheval blanc pour aller vers de nouvelles victoires politiques. En adhérant au bloc républicain, le président Séfou Fagbon, avec ses compagnons du MADEP, viennent de faire le meilleur choix. Et pour tous les membres du bloc républicain, ce jour mémorable du samedi 22 février 2020 sera celui du renforcement du parti dans le plateau. Une date qui sera gravée dans nos mémoires. Le bloc républicain a de la chance
et n'apportera que du bonheur à Diawéré et au plateau. Résolument tourné vers l'avenir, Séfou Fagbohun et son MADEP promettent d'ores et déjà une large victoire au bloc républicain dans les 21e et 22e circonscriptions électorales lors des prochaines élections communales et locales. Au niveau de la 21e circonscription électorale, Ifaïn Sakete à Diawéré, vous allez remarquer qu'en 2007, les 3 sièges avaient été donc raflés par notre formation politique. Et ce serait la même chose le 17 mai 2020. Ce samedi matin, l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin a invité les acteurs politiques à une séance d'appropriation d'une application informatique. Celle-ci vise à faciliter la composition et l'établissement des dossiers de candidature. Les détails avec Orab Alikbara et Henri Ganti. Cette nouvelle rencontre des cadres techniques de la Sénat avec les responsables et représentants de partis politiques s'interprète comme une séance d'information et d'initiation à l'utilisation d'une application informatique destinée à faciliter l'établissement et la présentation de la liste des candidats aux élections communales du 17 mai. L'application en question est dénommée Geste Élection et présentée de manière technique aux hôtes de la Sénat. Cette application permet aux partis politiques engagés pour les communales d'enregistrer en quelques fractions de secondes, selon le nombre d'utilisateurs connectés dans le réseau, la liste des 3630 candidats, c'est-à-dire titulaires et suppléants. C'est une application web donc, qui fonctionne en réseau. Ils ont donc la possibilité de créer un réseau local et accélérer le processus de traitement des dossiers de candidature. Vous savez que la loi exige qu'il y ait dans chaque arrondissement que nous ayons un nombre de candidats titulaires et suppléants correspondant à ce que prévoit la loi. En tout, 1815 candidats titulaires et 1815 candidats suppléants, ce qui revient à 3630 candidats qui devraient figurer dans la déclaration de candidature à déposer à la Sénat. C'est un travail assez important, un travail à la limite titanesque et dont on ne peut arriver à bout qu'avec une application informatique. Donc c'est de ça qu'il s'est agi essentiellement ce matin. La démarche de la Sénat est saluée par la plupart des représentants de partis politiques présents à la séance. Chacun est allé à sa manière pour exprimer ses préoccupations et faire des suggestions. Tous sont optimistes, mais certains pensent qu'on peut davantage assouplir le processus de l'application. Globalement, ce qui a été dit, c'est faisable. Il suffit qu'on s'y mette un peu et qu'on amène effectivement les vrais connaisseurs qui sont les techniciens en informatique et autres. Donc je crois qu'on peut faire ça. C'est le souci vraiment de pouvoir évaluer les dossiers des partis politiques plus facilement avec des critères plus ou moins plus objectifs. L'inquiétude majeure, c'est qu'on puisse simplifier ce qui a été présenté là pour que ça soit digeste pour nos populations qui sont à l'intérieur du pays. Parce que si on doit centraliser tout ça là, au niveau de Cotonou, physiquement, ce n'est pas simple. Donc on demande au cadre de la Sénat de bien vouloir, avec nos techniciens, voir dans quelle mesure la procédure doit être simplifiée, vraiment très simplifiée pour que ça soit digeste. Geste Élection se veut une application web en ligne d'utilisation facile et sécurisée avec un code crypté. Ses caractéristiques et fonctionnalités ont été expliquées à l'assistance par la Sénat, dont les techniciens s'engagent à former les partis politiques à paramétrer par eux-mêmes l'application sans aucune possibilité à une tierce personne d'y accéder à leur insu. Les opérations d'appurement et d'actualisation de la liste électorale permanente informatisée se poursuivent. En début de week-end, les membres du Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI ont rencontré les représentants des partis politiques. L'objectif était de partager avec ces formations politiques des informations relatives à la liste électorale et au centre de vote. Voici le point de cette séance avec Narcisse Alossé et Henri Ganti. Il s'agit d'une opération. Les élections municipales et communales du 17 mai prochain se dérouleront
sans certains centres de vote connus par le passé. C'est l'une des informations portées ici à la connaissance de ces représentants des partis politiques. Et c'est une prescription des 2 lois votées en 2015 sur les unités administratives en République du Bénin. La 2015-01 et la loi portant sur la cartographie des centres de vote, donc la 2015-02. Ça n'avait pas trop joué sur les autres élections, mais cette fois-ci, comme c'est une élection de proximité où c'est l'unité administrative qui est concernée, il était nécessaire pour nous d'adapter le fichier électoral national à ça. Et en décidant d'adapter le fichier électoral à ces 2 lois, le Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI fait face à certaines inquiétudes nées dans le rang des partis politiques. On est un peu perdu. Quand nous parlons des centres de vote ou des bureaux de vote, je ne suis pas informé de ce qu'on ait fermé le centre de vote ou qu'on ait transféré le centre de vote. On me reverse ailleurs. Comment je le sais? Est-ce que les dispositions, les mesures sont prises pour que nous ayons avec précision l'identification de ces centres de vote-là qui sont fermés et quels sont les centres de référence désormais de ces centres fermés-là, que nous qui sommes acteurs politiques sur le terrain, nous puissions commencer déjà à informer nos militants. J'ai l'impression que vous mettez toujours la charrue avant les bœufs. C'est pas le jour des élections, ils vont aller à ce bureau de vote, on va leur dire non, ça a été transféré à tel autre bureau de vote, ainsi de suite. Donc il faut que tout ce soit tiré au clair pour que, à l'évaluation, nous puissions dire, ah là, il y a eu effectivement des problèmes, ça veut pas tel centre s'est transformé en tel autre ou déplacé d'un endroit à l'autre. Pour éviter tout déficit en communication, la structure qui est en charge de l'exercice d'appurement et d'actualisation de la liste électorale dit avoir déjà pris toutes les dispositions. Depuis le 21 octobre qu'on a démarré cette phase d'actualisation, on a mis à disposition sur toute l'étendue du territoire national le dictionnaire des centres de vote conformément à la loi 2015. La nouvelle loi 2015, on a mis à disposition les dictionnaires de centres de vote qui précisent village par village les centres de vote reconnus au terme de la loi. Ni l'ANT ni le COS n'ont le droit de modifier, de créer un centre de vote. Nous, on n'en supprime pas et on n'en crée pas. Ce qu'on peut créer ici, c'est les postes de vote, puisque à l'intérieur d'un centre de vote, il peut y avoir plusieurs postes de vote. Si le nombre d'inscrits dépasse 500, on peut créer un nouveau à l'intérieur du centre de vote créé par la loi. Mais le centre de vote, ni l'ANT, ni le COS, l'EPI n'a habilité, n'a le droit de modifier, de supprimer ou bien d'en créer. Parallèlement, la phase d'actualisation de la liste électorale se poursuit et prend fin ce dimanche à 18h. Et derrière, la deuxième phase de terrain pour le nouveau majeur démarre le lundi 24 février pour durer une semaine. La liste électorale, quant à elle, sera remise à la Commission électorale nationale autonome le 17 mars prochain, conformément aux dispositions de la loi. Et puis, cérémonie officielle de lancement des travaux de construction de la route Ouadon à Djara, Porto Novo et de ses bretelles. Les travaux de lancement de cette importante infrastructure ont été faits ce vendredi à Djara sous la direction du ministre des Infrastructures et des Transports. Les détails avec Emma Rodon. Les populations d'Adjara massivement mobilisées pour ne pas se faire compter l'événement. Après 40 ans d'attente, la route principale qui traverse la commune, axe Ouadon, Adjara, Porto Novo et ses bretelles, leur sera construite. Cette cérémonie, qui a connu la présence d'une belle brochette d'autorités politico-administratives, consacre le lancement des travaux de bitumage de cette route dénommée Route nationale 36. Nous lançons donc les travaux d'aménagement et de bitumage de 18,53 km de route qui s'inscrivent dans le programme d'action du gouvernement. Si nous prenons l'état de la route aujourd'hui, c'est une route qui est complètement en terre que le gouvernement du président Patrice Talon veut aménager et bitumer. Ces routes seront aménagées en 1 fois 2 voies avec une chaussée bidirectionnelle revêtue de 7,20 m de largeur, composée de 2 voies de 3,60 m de large.
de 2 accotements de largeur 2 mètres chacun dédiés au trafic des 2 roues et aux ouvrages d'assainissement. Procédant au lancement officiel des travaux, le ministre des Travaux publics a rappelé que la construction de la route RN36 a été une promesse du président Patrice Talon. Le jeudi 29 novembre 2018, à notre passage à Adjara, pour la première visite et le démarrage des études de ces infrastructures, nombreux étaient les sceptiques quant à la réalisation des travaux dans un si bref délai. Mais avec le président Patrice Talon, ce qui est dit est dit. Et surtout, ce qui est dit est toujours fait. Oui, le régime de la rupture, les promesses ont un sens. Les présents travaux visent à doter la commune de Adjara et ses environs d'un réseau routier structurant avec un niveau de service satisfaisant et un système d'assainissement adéquat. En cette heureuse circonstance, il me plaît de dire aux populations des départements de l'Ouémé et du Plateau que les présentes infrastructures routières d'Adjara viennent compléter celles déjà en cours de réalisation dans ces 2 départements. Heureux de voir ce projet de construction de la route nationale 36 démarrer, les fils et filles d'Adjara n'ont pas manqué de remercier le chef de l'État pour ce regard bienveillant à l'endroit de leur commune. Si tout cela a été possible, c'est grâce à la volonté, aux ambitions et au goût d'un homme qui dit qu'il va revenir le Bénin au monde et qui le fait pierre par pierre. Cet homme, c'est son Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Ils ont vu, nous voyons, Patrice Talon ne fait pas de promesses de campagne. Quand Patrice Talon dit, il fait. 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 Confiée à l'entreprise Adéotissal, cette infrastructure routière coûtera environ 36 milliards de francs CFA. Les travaux qui ont été lancés ce vendredi vont durer 36 mois. Il s'observe depuis quelques semaines une pratique dans la partie septentrionale du Bénin. Il s'agit de la chasse à la battue, une activité saisonnière traditionnelle qui draine des centaines de jeunes en brousse à la recherche des animaux sauvages. Parakou vit également cette pratique. Les détails à travers ce magazine que je vous invite à suivre. Après avoir bravé une vingtaine de kilomètres de la ville de Parakou, eh bien nous sommes à Kika, dans la commune de Tchaourou. C'est ici que se fait le rassemblement. D'un côté, les chasseurs qui sont fortement mobilisés, venus de partout, et de l'autre, les motos qui sont garées. D'ici partiront les chasseurs pour cette pratique traditionnelle de la chasse. Vous êtes là. Oui. Comment se passe la chasse va se passer très bien. Si Inch'Allah, on est atteint déjà, à la grâce de Dieu, le roi même va arriver tout à l'heure. Et ce roi, le voilà. C'est lui, le chef des chasseurs traditionnels de Parakou. El Hadj Mama Aruna, en concertation avec ses éléments, leur rappelle les règles et conduites à tenir une fois en brousse. Selon les problèmes qui se posent en brousse aujourd'hui, il y a certains qui volent les akanzours, les anakas des gens, pentacle de la maison, la coque, etc., etc. Parmi mes collègues, si quelqu'un a fait ce problème, donc on va le juger. Le respect de ces règles sur le terrain sont non négociables. Damasounon, le chef des chasseurs de Parakou, veille à ça. Et en dehors du rôle de médiateur qu'il joue en cas d'éclatement de dispute, c'est également lui qui coordonne et donne les couleurs de l'activité après un rituel qui a bien une explication. Arrivé à la salle sans ça, là, il aura des dégâts. On a fait ça contre les mauvais animaux. Par exemple, maintenant, même s'il y a un lion qui était fâché dedans, là, avec la tradition qu'on a fait là, il serait loin avec nous. Soit il va se baisser, on va partir avant qu'il va se lever. Les mauvais esprits, on ne sait pas, parce que la brousse là c'est vaste, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est ça là qui nous protège, à la grâce de Dieu, et on fait ça là. Donc les mauvais esprits, même quand quelqu'un va aller rentrer sur ça,
il va s'en sortir. Quelques pas de danse pour semer la bonne ambiance avant de s'éparpiller dans la brousse. Après ce bref protocole important, commence la véritable activité de chasse traditionnelle. On a doigté la main, on va tourner vers la gauche. On va venir sortir. Tout est défini dans une organisation bien coordonnée. Voilà ce qu'on a tué tout à l'heure. Bourreau là, ça veut dire quoi? Bourreau là, de regrouper. Regroupement. Maintenant, à qui appartient ça? Celui qui a vu. Celui qui a vu est appelé Oura là. Maintenant, c'est la tête qui est pour nous les rois. Lorsqu'une proie poursuivie échappe à un groupe, des chasseurs émettent des cris langagiers qui ont leur signification connue des pratiquants. Ces cris d'alerte peuvent provenir du devant, du derrière, de la gauche ou encore de la droite, en fonction de la direction que prend l'animal. Et ceux qui se trouvent au point de chute de la proie se mettent en ordre de bataille. Munis de gourdins et de machettes, ils détectent facilement les gîtes d'animaux et les débusquent, mais le plus souvent avec l'aide de leurs compagnons, les chiens chasseurs. Les buissons sont visités. Les chasseurs éparpillés poursuivent la fouille sur une distance de près d'une trentaine de kilomètres, difficilement supportable pour les non-habitués. Même plusieurs heures de marche sur une distance de plus de 20 km, la chasse se poursuit. Mais c'est sans compter avec la fatigue et même les animaux, compagnons d'hommes, ne sont pas épargnés. Partis du point de rassemblement, les chasseurs, après une distance donnée, changent de direction avant de prendre celle de la case de départ plusieurs heures plus tard. Et au sein de l'équipe, l'on remarque la présence permanente d'un tam-tam traditionnel qui a un rôle bien déterminé. Le tam-tam que vous voyez là, c'est un tam-tam traditionnel, pas comme les autres. Parce qu'ils ont fait ça à base de tradition. Le tam-tam là, c'est ça qui nous guide à la chasse. Même les zones difficilement accessibles sont parcourues. Alors que nous nous trouvons épuisés dans le marathon pédestre, les habitués de la chasse à la battue poursuivent leur marche dans une ambiance de gaieté soutenue par une forme de solidarité et de partage pour atténuer la faim et la soif, avec parfois l'accompagnement des propriétaires de fermes et des champs ou encore dans les campeules. Grâce à leur odorat et leur grande capacité de pourchasser les proies, les chiens sont mis à contribution. Mais pendant la traque, certains animaux ne sont pas à abattre, surtout depuis l'avènement de certaines épidémies telles que Ebola et Lassa. Et les chasseurs traditionnels en sont bien conscients. Nous sommes interpellés sur les eaux forêts. Ils nous ont sensibilisés par rapport aux animaux qui sont interdits de tuer, par rapport aux ragiens, etc., les chiens, etc., etc. Vous ne tuez pas Non, jamais. Jamais, c'est interdit. Du coup, la principale espèce animale de brousse la plus recherchée est le lièvre et aussi la perdrix. Après plus de 5 heures en brousse, les uns les autres regagnent le point de départ pour un rassemblement de revoir. Un marché de circonstances se crée où l'on vend du gari, de l'eau ou du jus de fruits bien prisé par les chasseurs à l'heure de la détente. C'est également le moment de faire le point de la moisson pour certains. J'ai l'habitude de venir, mais très souvent là, c'est les perdrix que je tue. Souvent, si je ne tue pas un perdrix, il arrive même des moments où je ne tue pas. Donc, je peux dire que c'est une fierté pour moi d'avoir tué ces 2 lapins là. Je vais amener pour ma famille, va manger. Ceci, je pense aller assaisonner ça à la maison. Et assaisonner ça, déposer ça au niveau du grillage pendant un bon moment. Parce que j'ai encore de la viande à la maison. D'autres, par contre, n'ont plus rien à voir comme gibier, mais ne regrettent pas leur venue sur le terrain de chasse. Même si on ne tue pas, il n'y a pas de regret, il n'y a pas du tout de regret. L'ambiance est vivable, l'ambiance est tout, ce que vous voyez, c'est ça, nous voulons. Ce n'est pas forcément la viande qu'on vient tuer. Sinon, comment tu vas comprendre? Quitter Parakou pour Kika, ce n'est pas 1 litre d'essence.
et faire un aller-retour. Quand tu prends l'argent, ça suffit déjà pour acheter la viande que tu es venu chercher. Du côté des organisateurs, l'heure est à la satisfaction pour la réussite de l'activité de la journée. On vous remercie aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, c'est ici, à la case de départ, que s'arrête l'aventure de la chasse pour le compte de cette journée. Soutenance de thèse de doctorat à la chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi, l'impétrant Ismaël Anselme Sanoussi a présenté devant un jury présidé par le professeur Dorothée Sosa. Les fruits de ses recherches sont au sujet portent sur le vote de l'associé en droit OHADA. Après avoir brillamment défendu sa thèse, Ismaël Anselme Sanoussi a décroché le grade de docteur en droit de l'Université d'Abomey-Calavi, option droit privé. Compte rendu Idrisso Bokaré. Donc, vous êtes fait docteur en droit, M. Sanoussi. Je vous remercie. Ismaël Anselme Sanoussi entre ainsi dans la cour des grands. Docteur en droit de l'Université d'Abomey-Calavi, option droit privé. C'est la consécration de plusieurs années de recherche sous la direction du professeur Joseph Diogbenou. Une thèse de doctorat dont les grands axes ont été présentés à ce jury de haut niveau. Son sujet de recherche est intitulé « Le vote de l'associé en droit OHADA ». L'impétrant, en quelques minutes, a justifié le choix de son thème, la démarche méthodologique adoptée, les résultats obtenus, les difficultés et les perspectives. C'était une société d'État où j'avais connu des difficultés par rapport au vote. Mais avec l'avènement de la réforme qui est intervenue le 30 janvier 2014 au Burkina Faso, il y a eu forcément de nouvelles données qui ont été... Comment concilier ce qui se faisait, c'est voilà ce qui nous a inspiré à choisir le sujet. Parce qu'il fallait... J'étais la personne ressource, en fait, dans le dit conseil d'administration. Mais j'ai compris très tôt que mes connaissances étaient très limitées. Et il fallait tout de suite que moi-même, comme j'ai convié le législateur Ouada à remettre son ouvrage sur le métier, moi-même, je dis, c'est un défi que je dois relever. Il faudrait que j'aille, par curiosité scientifique, je cherche à comprendre, à aller plus loin. Dans ce document de 366 pages, le candidat renseigne, grâce aux fruits de ses recherches, sur la nature juridique et le caractère facultatif du droit de vote. Les membres du jury ont apprécié la qualité de la thèse, avec de précieuses contributions pour améliorer le travail. Le sujet est d'actualité et d'un intérêt capital. D'abord, nous apprécions le courage du candidat, qui, comme chacun sait, puisqu'il a été présenté, est un magistrat en exercice et qui a quand même pris le temps, qui s'est investi vraiment pour réaliser un travail assez compliqué. Réfléchir sur le vote de l'associé dans une société. C'est pas, quand on le dit comme ça peut paraître banal, mais pour nous juristes, c'est quelque chose d'assez compliqué et il l'a fait. Donc pour nous, déjà le courage qu'il a mis à faire ce travail est à saluer. Ensuite, on a vu que vraiment il a rassemblé beaucoup d'informations et que son travail nous apporte énormément d'enseignements. Ismaël Anselme Sanoussi, désormais docteur en droit de l'Université d'Abomey-Calavi, option droit privé, est né le 15 mai 1965 à Niamey au Niger. Il est actuellement conseiller près la Cour d'appel de Cotonou. Assemblée générale ordinaire des anciens stagiaires de l'Agence japonaise de coopération internationale, en abrégé JICA Bénin. Une rencontre annuelle qui a permis aux participants de faire le point des actions menées durant l'année 2019 et d'envisager d'autres perspectives. Les travaux ont eu lieu ce samedi. Le point dans ce reportage de Teddy Goudalo, présenté par Narcisse Alossé. À cette assemblée générale annuelle des membres de l'amicale des anciens bénéficiaires de bourses japonaises, un bilan des actions menées au titre de l'année écoulée s'impose. Des activités entièrement soutenues par l'Agence japonaise de coopération internationale JICA Bénin. Les actions des anciens stagiaires sont importantes. Ils sont capables d'adopter ce qu'ils ont appris de positif et d'adapter à la réalité de leur pays, devenant ainsi des acteurs clés de changement. C'est les cadres du Bénin qui ont eu l'opportunité, le privilège de voyager une fois sur le Japon
sur un stage. Et disons que dans tous les secteurs de l'administration de notre pays, il y a eu des stagiaires. Donc chaque année, pour pouvoir mettre en application les acquis que nous avons ramenés du Japon, les acteurs proposent des activités dans chaque secteur. Et pour pouvoir réinvestir et impacter, n'est-ce pas, la vie de nos populations à la base. L'amicale des anciens bénéficiaires de bourses japonaises est essentiellement composée de personnes responsables qui interviennent dans plusieurs secteurs d'activité. Il s'agit de l'agriculture, la santé, l'éducation et bien d'autres secteurs. À ce rendez-vous, ils vont jeter les bases pour plus de visibilité à travers la conception d'autres projets. Pour le compte de l'année et pour laquelle nous nous réunissons cette année, nous avons mené près de 12 activités. Les formations, les visites de sites, et beaucoup d'autres choses. Ces actions que nous entreprenons dans les différents secteurs ont un impact, n'est-ce pas, très positif sur la vie de nos populations à la base. Je voudrais profiter pour remercier l'amicale pour la collaboration qui a été faite cette année avec les volontaires japonais à travers d'activités de formation au jeu et au jué origami organisées à Arada et à Tofo. Cette activité a été hautement appréciée par nos volontaires japonais qui ont non seulement apprécié la formation, mais aussi cette collaboration avec 2AWG. L'Agence japonaise de coopération internationale JICA Bénin intervient dans 3 domaines prioritaires, à savoir l'aménagement des infrastructures, la promotion des industries et l'amélioration du cadre de vie de la population. Et à travers cette vision, elle compte déjà bon nombre de réalisations à son actif au profit de la population béninoise. Et pour finir, je vous propose de revenir sur cette journée de vote au Togo. Après donc 2 semaines de campagne électorale, les Togolais, vous le savez, ont été appelés aux urnes ce samedi pour élire leur président de la République. Après 3 mandats dans le cadre de l'ancienne constitution, le président en place postulait pour un nouveau mandat dans le cadre de la nouvelle constitution qui limite le nombre de mandats à 2 au maximum. Les Togolais sont-ils sortis massivement pour ce vote? Le président sortant a-t-il toujours ses chances face aux 6 autres challengers? Élément de réponse avec notre reporter du côté de Lomé, Vianney Hassani. Les 3 600 000 électeurs togolais étaient appelés ce jour entre 7h et 16h pour accomplir leur devoir civique à travers 6 000 bureaux de vote. Pour les responsables de l'organisation, il était question de veiller au grain et pour les électeurs, voter est un devoir civique. Le conseil du centre Afro-Gaki régnait de bien parce que vous-même, vous voyez déjà l'affluence avec beaucoup de personnes, les motos, le centre est rempli de motos, tout ça là. Donc par rapport à ça, je dirais que ça va et le déroulement, tout marche très bien pour le moment. Je suis venu accomplir mon devoir civique parce qu'il s'agit d'une élection présidentielle. Je crois que le candidat a besoin de ma voix aussi pour pouvoir être aux affaires. L'ambiance était propre, il n'y a rien. Comme il n'y a pas de mouvement, donc il n'y a rien là, donc c'est propre. Ça va quand même, les gens votent. Comment ça est là. Et il y a des gens même qui n'ont pas trouvé leur nom même. Ils ont dit, bon, ils n'ont qu'à aller chercher leur nom ailleurs. Mais alors qu'ils ont écrit leur nom ici, ils n'ont pas trouvé leur nom. Bon, c'est ça qui va voir que vous allez trouver les solutions là, quoi. Donc pour ça, là, bon, à l'aise. Sinon globalement, bon, je vais dire, bon, il n'y a pas de problème comme ça. Les observateurs, tout ça, là, ils sont avec nous, donc ça va. Pour les jeunes, ce vote pouvait avoir aussi une saveur particulière. C'est un devoir civique et c'est ma première fois, donc il y a eu un sentiment de fierté d'avoir accompli un grand devoir pour ma patrie. Je suis vraiment très ému, très content de tous les Togolais qui sont sortis de par partout. J'ai déjà sillonné 4 centres de vote. Ils sont massivement sortis pour exprimer vraiment leur vote. Et c'est très bon. Considéré comme favori de ce scrutin, le président togolais s'est exprimé après son vote. Quels sont les rapports qui vous parviennent en ce moment? Non, je crois que sur tout le territoire, il y a eu quelques incidents mineurs. Mais globalement, les choses se passent bien, il y a une bonne affluence et ça se déroule dans le cadre. Voilà. Vous êtes confiant?
Oui, je suis confiant. Qu'est-ce qui vous rassure autant, Monsieur le Président? Je crois que c'est ma nature. Quand on travaille bien, j'ai été soutenu par mes militants, par les membres de mon parti et les sympathisants et d'autres qui ont bien voulu assister à nos meetings, nous écouter. J'ai vu la réponse qu'ils ont apportée aux propositions que j'ai faites, donc je suis plutôt confiant. Les résultats du scrutin sont attendus pour le début de la semaine prochaine. Voilà, ici prend fin ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Canal 3.